Pour regarder New York Info, merci de nous rejoindre pour la deuxième partie de l'émission Forum. Alors, merci de votre fidélité. Continuez par nous envoyer vos messages, que me ferait le plaisir de lire d'un moment à l'autre. Plus 228 96 08 43 43 pour vos questions d'éclaircissement, mais aussi vos apports. Merci d'être précis, concis, pour nous simplifier la tâche. Nous parlions donc de la mise en place d'une banque d'investissement par les États du Sahel, la BCID. Luc Abaki, avec la création de la BCID, est-ce que le Mali, le Burkina Faso et le Niger seront désormais, ou sinon seront-ils prêts, après cette étape-là, à dire adieu à l'aide internationale? Mais je pense qu'ils y sont déjà. L'aide internationale, puisqu'ils l'ont bien compris, n'a jamais développé un seul pays. Vous voyez, c'est un moyen malicieux qui est mis en place par les puissances occidentales pour placer une forme d'épée de Damoclès sur la tête de nos dirigeants. Et donc, lorsque vous voulez prôner la souveraineté, l'indépendance, la première chose à laquelle vous devez renoncer, c'est cette question d'aide. On n'aide que celui qui n'est pas en mesure de créer la richesse, en tout cas de s'autosuffire et donc de s'assumer par lui-même. Donc cette question d'aide-là, c'est une façon aussi de spolier l'esprit même et de nous galvauder de notre substance qui nous permet en réalité de croire en nous. Voyez? Et je pense qu'avant même qu'on ne finisse l'émission de la première partie, on parlait de cette question de corruption. Pourquoi la corruption ne va plus avoir pion sur rue dans ces pays-là? C'est parce que les pays du Sahel ont commencé à développer un nouveau narratif qui conditionne désormais l'état d'esprit du citoyen du Sahel, qui comprend qu'il doit porter les valeurs civilisationnelles, les valeurs endogènes, culturelles et puis historiques qui ont fait de nos pays, en tout cas de notre société, des sociétés de référence du monde par le passé. En réalité, pourquoi il y a la corruption dans nos pays? C'est parce qu'en réalité, nous avons renoncé à nos valeurs identitaires et nous avons commencé à exalter les contre-valeurs. Comment vous pouvez comprendre qu'un voleur puisse être célébré et promu dans nos sociétés à des échelles de gouvernance d'État, alors que le vol est un vice, c'est une contre-valeur? Et dans nos communautés, lorsqu'il y a un voleur, en général, qu'est-ce qu'on fait? On le fait huer par l'ensemble de la population pour dissuader tout cela qui serait tenté par un tel acte. Donc, à partir de l'instant où ces pays-là ont bien compris qu'il faut donc se construire par soi, ça veut dire qu'il faut revenir aux fondamentaux civilisationnels qui ont fait que nos sociétés sont bien structurées et qui portent une certaine identité. Vous voyez? Donc, dès l'instant où vous paramétrez donc l'ensemble des citoyens sur ces genres de créneaux, tous ceux qui doivent agir sur le chantier de construction de l'État sont des gens intègres par nature. Vous n'avez pas besoin d'efforts particuliers pour les redresser parce qu'ils se redressent par eux-mêmes. Ils savent qu'ils ne peuvent évoluer que par certaines qualités, certaines vertus. C'est-à-dire que vous êtes fiers d'incarner ces genres de vertus et de valeurs. Vous voyez? À partir de ce moment-là, vous savez que vous devez manger à la sueur de votre front. C'est-à-dire, plus vous travaillez pour produire de la richesse, mieux vous valez dans une société qui est en train de se construire. Donc, du coup, il n'y a plus de paresse, il n'y a plus de voies détournées, il n'y a plus donc de recours à ces raccourcis immoraux que constituent justement la corruption, les détournements, etc., qui sont des contre-valeurs. Et malheureusement, je pense que l'ambassadeur l'a dit, ce sont les voleurs qui sont exaltés dans nos pays, ceux-là qui pillent les ressources de l'État, du bien commun, pour aller les placer malheureusement dans les paradis fiscaux. C'est eux, puisqu'ils ont les moyens de s'acheter des grosses voitures, de se parader un peu partout avec justement des parures. Malheureusement, c'est eux qui impressionnent les gens. Ce ne sera pas cette réalité dans les pays du Sahel. Parce qu'ils ont compris qu'il ne faut flatter personne, il ne faut pas paraître, il faut plutôt être. Et être, ça partir des valeurs et des qualités, en tout cas des vertus. Vous semblez très très optimiste. Absolument. Mais déjà sur le continent, on a vu d'autres États avant l'AES dire non à l'aide internationale. Le Ghana, par exemple, mais qui rapidement est revenu sur sa décision. Mais pourquoi? Le Ghana, justement. Le Ghana a tous les moyens pour vivre sans aide internationale.
Malheureusement, ceux qui ont eu la fierté de dire on ne veut pas de l'aide internationale étaient des champions toutes catégories de la corruption. Est-ce que depuis le départ de l'ancien régime, depuis l'arrivée du président actuel, ces histoires de conteneurs, je dis bien conteneurs, contenant des dollars et des lingots d'or, comment tu peux gérer un pays comme ça et espérer échapper à, disons, à l'aide internationale et à tout ce que cela implique comme esclavage? Donc si, dès qu'il a pris l'engagement que je ne veux pas l'aide internationale, il lui appartenait de mobiliser sérieusement toutes les ressources, d'éviter que des gens s'enrichissent trop. Bon, honnêtement, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait avec un conteneur de 20 pieds contenant des dollars. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. Hein. Si tu me donnes ça, bon, je vais me demander d'abord qu'est-ce que je fais avec. Parce que même si je devais vivre encore 1000 ans, ça ne va pas finir. Oh, je ne peux plus vivre 1000 ans. Personne n'a d'ailleurs vécu 1000 ans après, à part Mathusalem, Enoch et les autres personnages bibliques. Donc, moi, je crois que on peut échapper. Certains pays, hein, pas tout le monde, certains pays ont les moyens d'échapper à la dictature féroce de l'aide au développement. On nous a aidés hein, depuis 60 combien d'années. Tu as vu le développement quelque part? Hein? L'aide internationale d'une part, de l'autre, les prêts également contractés par nos États. D'ailleurs, le sujet a fait l'objet, la question de la dette a fait l'objet d'un débat lors d'une conférence régionale à Lomé il y a quelques semaines. Les États membres de la CEDEAO sont d'accord aujourd'hui de changer le paradigme, de rediscuter les contrats. Quels États de quel CEDEAO? Ces esclaves de qui on sait? Laisse tomber. Les gens de l'AES peuvent dire quelque chose. Qui, la dernière fois au sommet de Lomé, là, qui a pu parler comme Sankara avait parlé en son temps pour dénoncer la dette et le paiement? Qui a pu parler comme ça? Vous venez parler pour faire plaisir à vos maîtres blancs et vous voulez nous, le peuple, nous faire croire que vous allez changer de paradigme. En faisant quoi? En faisant quoi? En reniant la dette, vous n'en êtes pas capable. La dette, nous allons la payer, nous tous. Donc, tout ça là. Il faut surtout chercher à éviter de s'endetter. Point. Il n'y a pas d'autre paradigme. Tous les pays... Attends. Moi, je ne sais pas. Est-ce que tu sais qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on parle du plan Marshall? Les Africains, aujourd'hui, de temps à autre, osent, j'emploie le terme oser parce que je trouve qu'ils en demandent trop, demander un plan Marshall pour l'Afrique. Mais si tu envoies 1 million de francs d'aide de plan Marshall pour l'Afrique, mais 500 000 vont acheter des appartements à New York, l'autre 200 000 vont en acheter à Paris, 200 000 vont en acheter au Canada, 100 000 vont financer quelques amis du quartier, on boit bien, on mange bien. C'est donc surtout la gestion de la dette qui pose plus de problèmes. Mais c'est justement, je veux dire, ce que je dis, je veux dire que si le plan Marshall, l'aide qu'on a donnée aux Européens, ça aurait été les Africains, ils auraient volé l'argent là pour retourner acheter des biens en Amérique. Et c'est ça qui se passe dans nos pays. Donc, même si on nous donne un plan Marshall, ça dit que le plan Marshall sera versé dans le tonneau de Danaïde. Je ne sais pas si tu connais l'expression, un tonneau qui n'a pas de fond. Donc, le peu qu'on a là, gérons ça comme on peut. Et si c'est bien géré, vous verrez qu'il y a des pays et des organisations qui volontairement, spontanément, viendront nous prêter main forte parce qu'ils savent que nous sommes en train de faire quelque chose pour sortir nos populations de la précarité. C'est tout. Sinon, changer de paradigme. Et puis quand CEDEAO et machin parlent là, moi, je n'aime pas qu'on vienne répéter ça ici. Quoi. Et on revient à... Justement, parlant d'aide, depuis 3 ans pratiquement, quelle est l'aide que les pays du Sahel reçoivent jusqu'à aujourd'hui? Il n'y en a pas. Mais ce sont ces pays-là encore qui sont en train de nous émerveiller sur le plan de la reconstruction de leur économie, de la réorganisation de leur société et même de la création de la richesse. Pourquoi? C'est en fait une question de leadership. C'est-à-dire qu'on a un potentiel qui est réel, puisqu'il est connu qu'en Afrique, on a les ressources humaines. Capital humain, c'est la clé pour moduler la vie du monde, pour créer la richesse, pour activer le processus de développement. On a le capital humain qui est suffisamment jeune, dynamique, plein d'énergie et plein d'initiatives.
On a ce capital, on a les ressources naturelles qu'il faut, et les ressources minières, etc. C'est une question d'optimisation de ce potentiel-là. Et c'est en cela que le leadership est une clé. Le leadership, il va consister à quoi? À libérer le potentiel humain existant, à créer la confiance dans l'esprit de chaque citoyen et à l'activer vers les initiatives. Vous voyez? C'est ce travail-là qui permet, curieusement et bizarrement, à ces États-là qui ne jouissent plus justement de ces aides, des appuis financiers, des appuis budgétaires, etc., de faire des pas de géant, d'accroître justement la création de la richesse nationale, d'accroître les salaires des fonctionnaires, d'investir dans tous les secteurs d'activité de leur pays. Mais c'est carrément un miracle. On n'aurait jamais cru dans nos pays si on restait justement sous ce modèle où vous n'avez pas de prêt ou d'appui budgétaire, vous n'avez jamais de budget, en tout cas de balance budgétaire qui soit équilibrée. Mais ces États-là sont en train de faire carrément du miracle, parce qu'avant on ne vivait que de quoi? De l'aide pour combler justement nos budgets, etc. Et les États de l'AES osent d'emprunter le champ des possibles avec la création d'une banque confédérale d'investissement et de développement, des messages qui nous parviennent déjà. Si vous permettez que je commence par les lire, des dizaines qui tombent. Un mot. Un mot, très rapidement. J'ai un ami malien qui m'a dit un jour que chez eux, il y a un proverbe qui dit que si tu es le seul riche dans le village et tu veux aider 9 pauvres, tu vas devenir le 10e pauvre. Ceux qui disent qu'ils nous aident là, en fait, c'était des pauvres. On se rend compte aujourd'hui qu'ils étaient en train de nous entraîner dans leur pauvreté. Ils ne sont rien. Non, on se laisse bluffer, en fait. Alors, donc il faut qu'on arrête ça. Bonjour le plateau, ce message nous vient d'un fidèle téléspectateur, ou certainement vous nous suivez en ligne depuis Mayotte. La BCID pour l'AES est une bonne chose. Maintenant, pour la concrétiser et mener à bien ce projet, il est impératif de nommer des personnes expérimentées de renommée internationale, à l'image de M. Tidjantien de la Côte d'Ivoire ou de M. Kako Nubupo du Togo, qui pour diriger justement la BCID. Non, moi je pense que ce n'est même pas c'est une question qui va suivre. Oui, non, j'ai dit à l'instant que dès l'instant où vous avez un narratif et vous donnez le cap, l'ensemble des citoyens suivent justement cette voie que vous tracez. Et vous savez que vous ne pouvez promouvoir que des gens qui adhèrent pleinement et qui sont revêtus de ces valeurs, de ces qualités, de ces nutriments intellectuels et spirituels dont le peuple a besoin pour se construire. Ça veut dire qu'on ne peut pas choisir au hasard un individu qui va diriger une telle banque. Il faut que lui-même il soit porteur de la vision et qu'il ait la technicité, le professionnalisme nécessaire pour dérouler cette vision-là. Vous voyez? Donc, qu'il ait une renommée internationale ou pas, qu'il ait une expérience de gestion des banques ou pas, il faut que lui-même il soit un leader. Et à partir de ce moment-là, autour de lui, il peut se revêtir de toutes les compétences qui permettent justement de dérouler la vision en question. Je suis fier qu'on pense à mon compatriote Kako Nubupo. Ouais. Quant à Tidjantien, lui aussi c'est une référence, mais lui, il préfère être président de la Côte d'Ivoire que de se promener dans le Sahel pour être directeur de quoi que ce soit. Kako Nubupo, il en a le profil, il peut le faire, mais je dois vous dire que les pays du Sahel, Mali, Burkina, Niger, là, aucune autre zone francophone n'a autant d'intellectuels et d'hommes capables que ces gens-là. Allez dans toutes les institutions internationales, vous les trouverez. Et vous ne les trouverez pas comme balayeurs, vous les trouverez à la tête. Donc, en temps voulu, ils vont trouver les hommes et les femmes, surtout il faut citer les femmes. Mais madame, est-ce que tu sais comment la Russie a tenu tête à tous les brailleurs? Ah, on va casser leur économie, les Bruno Le Maire, les analphabètes économiques là. Mais c'est une femme qui tient la Banque centrale de Russie. Tu n'as jamais entendu son nom. Mais tous les gueulards, j'ai fait l'ENA, j'ai fait Polytechnique, j'ai fait choses là. Elle les a aplatis. Aujourd'hui, la Banque de développement du Brexit est également tenue par une femme, l'ancienne présidente du Brésil. Du Brésil, Madame Rousseff, Dilma Rousseff. Voilà, donc les femmes, moi, honnêtement, je préférerais mettre les femmes. Parce qu'une femme, elle peut faire une bêtise avec un homme.
Mais si c'est un homme, il fait bêtise avec 10, 15, 30 femmes et l'argent s'en va. Je vous le rappelle, hein, c'est la fête des mères aujourd'hui. Confiez donc vos portefeuilles à vos femmes. Un autre message s'il vous plaît, madame. Moi, je ne pense même pas à cette farce de fête des mères. C'est les Blancs qui vous ont amené ça. Chez nous, au village, c'est la fête des mères tous les jours. Par le respect que nous portons à nos mamans. On leur obéit au doigt et à l'œil. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dresser les enfants contre leur papa et leur maman et un jour vous fabriquez une soi-disant fête des mères pour encore aggraver merci beaucoup. Un message qui nous vient de Paro depuis Kara d'Angoyo. Bonjour chers animateurs, bonjour à l'ambassadeur Kegewe, merci à M. Luc Abaki qui ne cesse de se battre jour et nuit pour informer le monde entier sur le comportement cruel du colonisateur. S'il vous plaît, M. l'ambassadeur, vous avez dit qu'Ibrahim Traoré investit dans l'agriculture pour enrichir le pays et que bientôt on ira dans l'AES pour acheter à manger. Permettez-moi de vous demander pourquoi le Togo ne peut pas imiter ou faire comme Ibrahim Traoré. Le Togo a une politique agricole, une très bonne politique agricole, cohérente, très cohérente même. Et quand vous voyez tous les projets qui ont été initiés sur le terrain, mais on est plein d'admiration. Seulement, quelquefois, à la fin, on cherche un microscope électronique, on regarde et on ne voit pas le résultat. Donc, c'est une question de résultat. C'est ce que nous disons, c'est la gestion qui détermine tout. Sinon, ces dernières années, du peu que je sais, de ce que le Togo s'est investi dans le domaine agricole, nous devions même être ceux qui inspirent Ibrahim Traoré. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que les résultats ne sont pas venus. Alors, redressons les choses pour que les résultats viennent et que notre jeune frère du Sahel, on dit plutôt que c'est lui qui nous a emboîté le pas. Voilà. Oui, mais ce qu'il dit est extrêmement intéressant. Je pense que le président de la République lui-même, lors de son interview la veille du 27 avril, je crois, de 2024, il a fait ce constat qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été consentis dans le domaine agricole, mais bon, les résultats sont sujets à caution. Mise en œuvre à travers le projet FOPAT. Absolument. Justement. Voilà à quel niveau se trouve le problème. Vous ne pouvez pas investir de l'argent, prendre des initiatives dans un domaine, que ce soit agricole ou dans un autre, sans d'abord vous assurer de la disponibilité de la ressource humaine qui aura compris votre vision et qui est prête à adhérer pour porter précisément cette vision. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes magnifiés et nous sommes contemplateurs du style du leadership des pays du Sahel. Parce que ce sont les citoyens qui sont les acteurs de l'économie. Et évidemment, il y a eu beaucoup de milliards qui ont été investis précisément dans le domaine agricole et l'ambition était véritablement noble. Vous allez voir des arbres qui sont aménagés à travers tout le territoire national, mais on a du mal à trouver des ressources disponibles qui puissent s'engager et porter justement la vision. Voilà pourquoi il faut aller à la base, travailler la psychologie et le mental des citoyens, les motiver et les orienter vers justement cette activité-là, qui n'est pas une activité méprisante, mais une activité de noblesse, parce que justement, elle nourrit le corps, l'âme et l'esprit humain. Voyez? Donc c'est un travail de pédagogie et de narratif qui permet de mobiliser les consciences et de les engager sur un chantier. Je voulais ajouter ceci. Très rapidement. Il y a des métiers dont il faut avoir la passion pour les exercer. Pour nommer un bon ministre de l'Agriculture, on n'a pas besoin qu'il soit ingénieur, agronome, économiste, non. Un paysan, c'est-à-dire qu'un jeune bien formé, je ne parle pas d'un analphabète, mais qui a la passion du métier, il fera un très bon ministre de l'Agriculture. Parce qu'il a la passion du métier. Des pistes à explorer. Le Togo est d'ailleurs dans l'attente d'un nouveau gouvernement nouveau, le premier gouvernement de la 5e République. Nous sommes impatients de découvrir les profils. Bonjour le plateau. Il faut étendre à la gouvernance d'État. Ibrahim Traoré, général Tiani, général Assimi Goïta, est-ce qu'ils ont fait les sciences politiques? Mais vous voyez avec quelle merveille ils continuent. Ça veut dire qu'il faut disposer d'abord d'une vision, d'un engagement patriotique
et en même temps développer ce qu'on appelle l'intelligence des situations. Voilà. Bonjour le plateau, merci pour l'analyse pertinente des deux sages. Selon moi, la question monétaire serait une opportunité pour limiter l'action des terroristes, mais aussi cela rime avec la production locale et le stock des produits miniers. Je suis togolais et j'ai travaillé dans ces trois pays, donc le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Sincèrement, le niveau de production agricole actuellement, l'industrialisation et surtout la construction des infrastructures routières sont tout simplement à magnifier. Il partage l'expérience du Burkina Faso. Non, c'est une bonne chose. C'est Gafarou Bamoua, depuis la Turquie. Nous vous remercions infiniment pour vos émissions très riches. J'ai deux grandes préoccupations. La première porte sur l'aide du programme alimentaire mondial reçu la semaine dernière par le directeur régional de la sécurité alimentaire de Tombouctou au Mali. Le PAM est un instrument international destructeur de la politique agricole nationale visant la souveraineté alimentaire dans nos États, car cette aide alimentaire accroît d'une part la paresse des populations et d'autre part engendre l'augmentation de l'effort au moment de la commercialisation, conduisant la chute des prix. Alors, quelles sont vos orientations pour finir définitivement avec les aides du PAM? Allez-y, oui. Non, le programme alimentaire mondial, vous savez, il intervient partout dans le monde. Et dans le cas d'un pays comme le Mali, mais le Mali, si le Mali, la population malienne était tranquille à sa place comme avant, elle n'aurait jamais eu besoin de cette aide. C'est le terrorisme, le déplacement des populations, les camps de réfugiés. Je crois que c'est tout cela qui a rendu nécessaire que les autorités maliennes acceptent une aide du PAM. Sinon, ces gens, tels que je les connais, ils sont tellement fiers qu'ils n'auraient jamais accepté. Mais si tu as des camps de réfugiés, et qui sont là dans les camps depuis 1 à 2 ans. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus capables, agriculture parlant, de produire. Bon, on est obligé de ravaler un peu sa fierté et de prendre l'aide. Mais seulement, il faut que l'aide aide à produire. Voilà. Il faut que cette aide, on s'appuie là-dessus pour produire et non pour devenir paresseux comme il a dit. Ce qu'il a dit est vrai. Des gens, parce qu'on leur donne à manger gratuitement, ils ne veulent plus rien faire. Voilà. Ouais, non, et puis il faut reconnaître une chose. À la base, par exemple, le programme alimentaire mondial fait partie des institutions qui ont été mises en place justement par les Nations Unies à la suite de la Deuxième Guerre mondiale pour justement réguler la vie des sociétés dans le monde. C'est pour lutter contre la faim, etc., etc. Ça veut dire que l'esprit et la lettre qui ont fondé la mise en place de ces genres d'institutions sont quand même nobles. Seulement, voilà, au fil du temps, c'est que les puissances occidentales instrumentalisent ces genres d'institutions pour justement tenir les pays sous-développés, comme ils le disent, sous une forme de chape de plomb. Donc ça veut dire que lorsque vous avez une situation de précarité qui est réelle, qui est circonstancielle, que le PAM vienne en aide à ces genres de populations, il n'y a aucun mal en soi. Tout dépend justement de votre vision et de votre vigilance. Si on utilise justement cette aide-là pour vous remettre sous la coupole de ces genres d'institutions et les instrumentaliser, c'est à vous d'être vigilant. Voyez? Donc ça veut dire qu'il n'y a aucun mal, comme on dit dans nos communautés. On ne refuse pas un cadeau, mais il faut être vigilant et éviter que le cadeau en question ne soit empoisonné. Bonsoir Forum, bonsoir à vous madame, merci. Bonsoir aux invités. Je pense que tout pays qui se dit souverain doit obligatoirement être maître de sa monnaie, mais c'est une étape aussi qui doit être examinée sur tous les angles pour ne pas tomber dans un piège comme ce fut le cas en Guinée, et j'en suis sûr que s'ils y parviennent, le terrorisme prendra fin en moins de 6 mois parce que qui dit terrorisme dit guerre dit argent, et comme cet argent ne sera plus fabriqué à chamalières et distribué comme des arachides assez entre parenthèses, nous verrons comment ils vont payer, recruter les gens. Je conseille à l'AES d'aller vite, mais sûrement, Patrice, depuis Bamako, justement, quelles sont les raisons pour lesquelles il faut rapidement passer à une autre monnaie dans nous sommes d'accord. Nous l'avons dit, nous sommes tout à fait d'accord que cette monnaie vienne et qu'on cesse d'arroser les mercenaires. Ce n'est pas les terroristes, les mercenaires. Voilà. Donc, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas te payer un mercenaire.
Voilà. Justement, il a cité dans son texte le cas de la Guinée. Il y a eu également le cas du Togo avec Sylvanus Olympio assassiné à la veille du lancement d'une monnaie togolaise. Cette expérience fâcheuse en Guinée, comment éviter aujourd'hui ce syndrome? Non, le cas de la Guinée, comme nous l'avons dit, ils ont multiplié de la fausse monnaie pour inonder le pays. Le cas du Togo, comme le Togo avait quand même en ce moment quelqu'un, au point de vue instruction, qui était en avance sur son temps, quand même. Il faut qu'on dise qui était Sylvanus Olympio, quand même. Donc, on sait, ils se sont dit, mais on ne peut pas faire ce qu'on a fait en Guinée, donc qu'est-ce qu'on fait? On l'élimine et puis il n'y a plus de monnaie. Donc, aujourd'hui, le danger d'être éliminé à cause de la monnaie est là. Je vous dis que les coups d'État insistants au Burkina ne sont que la peur de la monnaie, puisqu'il y a des gens qui disent que le franc CFA est une bonne chose. Pour ne pas être pris à leur piège, pour ne pas être démenti par les faits, ils veulent tuer tous ceux qui veulent une autre monnaie que le foutu CFA. Le CFA ne peut pas être une bonne chose pour les Noirs. Peut-être ce qu'il faut encore ajouter, c'est que, vous savez, il faut apprendre à vivre avec son temps. Au moment où quelqu'un comme Sékou Touré envisageait la création de sa propre monnaie, il y a un certain nombre de réalités qui n'étaient pas à l'ordre du jour à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a les nouvelles technologies, il y a les réseaux sociaux, il y a les informations qui passent partout et qui circulent. La connaissance est encore plus déversée grâce à Internet et beaucoup d'autres choses. Voyez. Donc, la cause de ces pays du Sahel est bien entendue. Et ça veut dire que quand il y a des actions de sabotage, eh ben, ils sont tout de suite dénoncés et les auteurs sont dénudés. Voyez. Donc, ça veut dire que le contexte n'est plus le même. Ce qui va compter beaucoup plus pour ces pays et qui permettra justement le succès de ces genres d'initiatives, c'est leur rigueur, c'est leur vigilance, c'est la capacité à verrouiller tout le système et à faire en sorte que cette monnaie en question puisse servir uniquement la cause des peuples du Sahel. Et il me semble qu'avec la réalité actuelle dont nous disposons et tout le temps que ces pays-là ont dû prendre, parce qu'ils auraient pu, dès la prise du pouvoir, se dire, bon écoutez, notre ambition c'est de créer une nouvelle monnaie, de nous affranchir de tout ça. Mais ils ne sont pas passés par là. Ils ont compris qu'il faut d'abord défaire d'autres nœuds. Il faut composer, il faut restructurer, il faut reconstruire une nouvelle société avec de nouveaux paradigmes. Voyez? Donc, c'est un rouleau compresseur qui est en train d'évoluer et qui va aboutir donc à cette création de monnaie. C'est un aboutissement, ce sera un achèvement d'un processus très long qui est suffisamment sécurisé et qui permet justement d'atteindre des résultats sans difficulté majeure. Bonjour à tous, bonjour le plateau. Aujourd'hui, les Occidentaux savent que si l'AES arrive à créer une monnaie, cela va faire basculer le monde et ce sera en leur défaveur au regard des réserves d'or qu'ont les pays de l'AES. Si le Burkina Faso n'a que 34 tonnes d'or, imaginez pour le Mali et y ajouter aussi le Niger, ce sera vraiment une monnaie colossale au regard du prix de l'or sur le marché mondial. Bonjour le plateau. Quand vous parlez des alliés des pays de l'AES, je suis frustrée quand vous ne mentionnez pas mon pays, le Togo, grâce à la politique courageuse du président Faure Gnassingbé. C'est son soutien à l'économie de son port et de refuser d'attaquer ces pays et à saluer à Dabévi depuis Bamako. Un commentaire? S'agissant du président du Togo, seuls les aveugles ne veulent pas regarder et ne veulent pas comprendre. Moi, j'ai compris que, bon, peut-être même ça ne vaut même pas la peine qu'on en parle, parce que il est la clé par laquelle l'AES a tenu. Mais il faut voir ce que les gens racontent. Mais j'ai dit aux gens que vous n'aimiez pas le président, d'accord, c'est votre droit. Vous n'aimez pas sa politique, d'accord, c'est votre droit. Maintenant, là, ce qu'il a fait de bien, mais reconnaissez que c'est bien, c'est bien. Ou bien, si vous étiez à sa place, vous auriez fermé le port au pays du Sahel. Dans ce cas, qu'est-ce que vous réclamez exactement? Nous aurions pu passer le temps à louer le président, mais ce n'est pas la peine. Il a fait ce qu'il peut au moment où il devait le faire. Et ce que je sais, c'est que les pays du Sahel, je ne parle même pas des dirigeants, je parle de la population. Moi, je rencontre ici des Nigériens, des Maliens, des Burkinabés.
Je sais ce qu'ils pensent de notre pays et c'est ça qui est une grande source de satisfaction pour moi vis-à-vis de mon pays, de sa diplomatie et du président de la République. Non, peut-être c'est d'ajouter que et quand on raisonne et on dit exemple, on donne des exemples, ça veut dire que ce n'est pas des exemples exhaustifs. Et le travail que le Togo fait, mais nous sommes des citoyens togolais. New World est placé est au Togo. Vous avez vu le travail remarquable, intensif que New World fait dans l'intérêt des pays du Sahel. Mais c'est à l'actif du Togo. Et donc, il n'a pas à être frustré parce que déjà par notre présence, par nos analyses, par nos contributions en termes d'analyse, c'est aussi le Togo qui est en train de servir mais la également, cause. New World fait des pêches des correspondants quand il y a des événements donc, dans ces quand on pays. parle du Togo, ce n'est pas que les dirigeants. C'est aussi les leaders d'opinion. C'est les citoyens et tout le regard que nous portons sur les œuvres qui s'accomplissent donc au Sahel. Je pense que pour l'essentiel, aussi bien les dirigeants togolais que une bonne partie de la population soutiennent fermement le travail qui se fait dans le Sahel. Et ça, il n'y a même plus question qu'on puisse en parler à nouveau. Oui. Bonjour Niwod, mes civilités à vos Charlotte et à nos grands panélistes, Lucas Baiki et l'infatigable papa à Sogoyou. Ça fait 3 semaines qu'il porte le bonnet, désormais il s'appelle El Hadj. On ne peut pas être souverain sans notre propre monnaie, donc j'encourage les 3 présidents de mettre l'accent sur la monnaie. Abdo Razak, nigérien résident aux Émirats Arabes Unis. Ok, bonjour. C'est bien. Bonjour Niwod, bonjour à tous. C'est Cyril depuis Paris. La création d'une banque d'investissement pour accompagner l'industrialisation des 3 pays est une initiative ambitieuse et exemplaire. Elle répond aux besoins spécifiques des marchés nationaux en finançant les filières stratégiques. J'espère sincèrement qu'elle inspirera d'autres États. Bonjour le plateau, j'aimerais savoir en quoi la création d'une nouvelle monnaie par les pays de l'AES peut-elle permettre de lutter contre le terrorisme, étant donné que les terroristes peuvent aussi se procurer cette monnaie directement ou indirectement en convertissant d'autres monnaies en la monnaie de l'AES. Une question de Inoussa depuis 229, le Bénin. Le Bénin, oui. Non. Ce qu'il dit est vrai. On ne dit pas que... Autrement dit, comment protéger cette monnaie? Non, on n'a même pas à la protéger. Je dis, on ne dit pas que c'est miraculeux, il y a une nouvelle monnaie. Les terroristes auront la monnaie, d'une façon ou d'une autre. Mais le temps où on leur parachutait des palettes entières est fini. C'est ça la différence. Le terroriste est obligé de venir en ville avec sa monnaie, d'aller à la banque, ou bien, comme il le dit, de passer par une tierce personne. Écoute, j'ai 2 millions de CFA, ou j'ai des dollars, j'ai des euros. Est-ce que tu peux aller me prendre des Sahel? Bon, lui va prendre les Sahel et tout sa commission. Ça veut dire qu'on ne peut pas éradiquer à 100%, mais on va arrêter cette facilité qui consiste à recevoir autant d'argent en se promenant dans la brousse. C'est ça. C'est-à-dire que le risque est drastiquement réduit. Parce qu'en fait, pour monnayer cet argent, il faut aujourd'hui, même quand vous faites des opérations à la banque, on dit de donner la provenance de la banque et de l'argent et ensuite sa destination. Encore qu'on est dans le CFA. Mais oui, encore qu'on est dans le CFA. Imaginez que les pays du Sahel créent leur monnaie. Ça fait partie justement des garde-fous qu'il faudra mettre. Et lorsque quelqu'un se promène avec un sac entier d'argent, il va falloir le suivre. Donc ça veut dire qu'en réalité, la marge de manœuvre de ces fauteurs de troubles, de ces gens mauvais, sera très réduite parce que justement, il y aura une certaine traçabilité dans les transactions qui vont se faire. Et ça, vraiment, ça réduit leur marge. Encore que cette monnaie ne sera pas fabriquée chez celui qu'on connaît et qui a la possibilité d'en fabriquer d'autres et de passer par des détours pour fournir justement les terroristes. Et comme les mercenaires, comme l'appelle l'ambassadeur. Voilà.
Plus 228 96 08 43 43 pour vos messages via WhatsApp. Bonjour Niwod, bonjour les invités du forum. Aujourd'hui, je vais dire que maintenant, nous avons assez des discours de nos chefs d'État parce que le capitaine Ibrahim Traoré et ses amis de l'AES nous ont montré la réalité des choses. Ils ont prouvé sur le terrain alors que les chefs d'État continuent de nous servir des discours à tout va, à n'importe quel moment. Ça suffit comme ça, nous en avons assez malgré leur contexte. Et puis, je ne suis pas d'accord avec l'ambassadeur parce que il faut un bon leader pour faire avancer les choses. Nous avons vu les pays de l'AES avant et après l'arrivée des leaders actuels. Bonne émission. Alors, oui, sur quel point il n'est pas d'accord? Voilà, le point sur lequel vous n'êtes pas d'accord, vous ne l'avez pas mentionné, un message qui nous vient du plus 222. Bonjour le plateau, mes respects au doyen Sogoyo Kegwe, mais vous avez dit sur ce même plateau que quand un pays ne sort pas du franc CFA, il ne pourra jamais émerger. Non plus sa souveraineté, c'est toujours Amadou depuis Bamako. Alors, est-ce qu'ils ont bien suivi vos développements aujourd'hui? Oui, mais est-ce que nous avons dit le contraire? Non, je ne pense pas. Non plus. Bonjour le plateau. Ma question pour les invités aujourd'hui, c'est comment faire pour consolider les acquis de la Confédération et faire en sorte que dans quelques décennies, l'organisation ne soit pas un syndicat de chefs d'État. Non, comment faire? C'est du tout de rester vigilant. C'est-à-dire la première qualité qu'on peut exalter chez ces dirigeants-là, c'est leur fibre patriotique et leur capacité à s'investir résolument, absolument et totalement pour la cause de leur pays, au point même de risquer leur vie. Voyez? Donc, quand ils restent dans cet état d'esprit-là, ça veut dire qu'ils n'ont plus peur des représailles ou des conspirateurs, etc. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à laisser leur propre vie pour une œuvre qui concerne le meilleur devenir de la nation. Comment ils peuvent donc finalement consolider cela? C'est en continuant, en persévérant dans ce domaine-là et en continuant justement de mobiliser les consciences autour de ça. Il ne faut jamais fléchir, il ne faut jamais se laisser distraire parce que là, qu'est-ce qui se passe? Les gens multiplient en fait des sujets de distraction qui vont les détourner de leur objectif de base. Et donc, on constate qu'ils sont constants, cohérents, persévérants. Voilà des qualités de base qui vont permettre que les acquis là se consolident au jour le jour. Et ces acquis ne peuvent jamais se consolider si le peuple, à un moment donné, se démobilise par rapport à cet objectif de base. Donc ça veut dire que la balle est autant dans le camp des dirigeants qui se doivent de matraquer, de construire ce narratif, de mobiliser les consciences, mais elle est aussi dans le camp des citoyens, de chacun des citoyens de l'AES, qui doit comprendre sa responsabilité entière dans ce projet ultime et historique d'affranchissement et de souveraineté justement de leur pays. Bonjour le plateau, très heureux de vous suivre. Continuez par éclairer le monde. Yetiamila Gada depuis Tabligbo. Bonjour le plateau, merci pour vos émissions toujours qui nous éclairent. Excellente prestation Charlotte, merci. Vous remplacez parfaitement Gilles Bocco pour ce dimanche uniquement. Mais promotion de la femme. Merci. Bonjour le plateau, quel serait le mode de financement de cette banque d'investissement AES? Est-ce une contribution chiffrée des États membres ou un financement basé sur les matières premières des États membres? Chèque depuis Bamako. Non, comme je vous l'ai dit, ça c'est des questions techniques de haut niveau. Tout à fait. Comment financer la banque? Même s'ils n'ont pas l'or, ils peuvent gager d'autres matières premières. C'est-à-dire qu'ils peuvent se baser sur d'autres matières premières. Après tout, le dollar, qui est aujourd'hui la monnaie la plus connue, la plus célébrée, n'est plus adossé à l'or. Il est adossé au pétrole et au pétrole saoudien. Ce n'est même pas au pétrole américain. Donc, eux, ils ont aussi le pétrole, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, je me dis, je ne suis pas un spécialiste en la matière, c'est pourquoi je suis très prudent. Je me dis qu'ils vont alimenter leur banque à partir des matières qu'ils ont dans le pays, à partir de leur propre production agricole et à partir de leur production intellectuelle. C'est ce que je peux dire parce que techniquement, je n'ai pas la réponse. Comme le dit l'ambassadeur, ce ne sont pas des techniciens de l'économie, mais
on est obligé d'analyser avec le bon sens. Voilà 3 individus qui font face à un fléau commun. Et ils disent, mais écoutez, il faut qu'on mutualise nos efforts, nos ressources, nos potentialités, nos moyens pour faire face à notre mal. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mettre en place une cagnotte commune. Et c'est ce qui constitue justement cette banque-là. Ça veut dire que selon les capacités de chacun, ils peuvent décider, bon, mais écoutez, chacun apporte tel montant ou bien telle chose pour permettre de créer la cagnotte en question. Et donc, si la cagnotte génère des ressources, on peut peut-être se distribuer sur la base des prorata, etc. Je ne sais pas comment ça se fait. Mais ce qui est sûr, c'est que ces dirigeants-là ont bien compris les défis auxquels ils font face et ils se donnent les moyens et la politique requise pour pouvoir trouver des solutions à ce défi-là. Et donc, dans ces conditions-là, nous, on ne peut que les encourager parce que nous comprenons qu'ils ont bien compris comment il faut procéder pour trouver des solutions adéquates, qui soient pérennes et qui soient vraiment efficaces face à leurs défis. Oui. Et comme vous le disiez au début, le capital, les 500 milliards ont été mobilisés localement. Absolument, voyez-vous, donc c'est déjà une merveille. Oui. Bonjour le plateau, mes civilités aux invités. L'AES est un espoir pour tous les peuples noirs du monde et la seule voie qui leur reste, c'est la monnaie qui nous sortira du joug de la... Alors, je continue, j'ose espérer que mes enfants frapperont les Blancs en Afrique avant ce moment. Mais bon, non à la violence. Non à la violence. Alors, mes civilités à vous, Charlotte Goyer, aussi à vos invités, que la paix règne partout où besoin y est. Bakoulou, depuis Niamey, que la paix règne sur l'Afrique et le monde. Bonjour Niwot, si l'AES presse les pas pour créer sa monnaie, cela va dans l'intérêt de toute l'Afrique. Merci aux invités. C'est Moya Soranam depuis Kara. Nous sommes là au Togo. Alors, les messages continuent d'arriver. N'hésitez pas à nous les envoyer. Plus 228 96 08 43 43. Nous parlions une question au début de cette deuxième partie. En début, on parlait donc du profil de qui pour diriger la banque d'investissement du Sahel. Vous êtes serein. Et quant à, en tout cas, l'AES regorge des talents, des compétences nécessaires. L'AES regorge des intellectuels les plus pointus, femmes comme hommes. Ça, je n'ai pas peur. Mais s'ils veulent importer, bon, pour peut-être une raison de neutralité, c'est-à-dire que, bon, si on met un Burkinabé, si on met un Malien, Nigérien, peut-être ceci, peut-être cela, bon, on va prendre un haut fonctionnaire africain, quand même venant des pays qui n'est pas ennemi de l'AES. Et les pays qui ne sont pas ennemis de l'AES, dans la sous-région, on les connaît. Donc je ne veux pas parler... Dans le Togo. On les connaît. Donc, ça veut dire que j'ai une petite chance que ce soit un de mes frères qui puisse devenir le directeur de cette banque. Bien sûr, chacun va prêcher pour sa chapelle. La mise en place de cette banque d'investissement, justement, quelle image ça renvoie des États membres de l'AES sur la scène internationale? Non, mais c'est l'image des pays qui ont décidé d'avoir une voix qui porte. Vous voyez, dans le Conseil des Nations, si vous voulez, ou même dans la vie active elle-même, si vous voulez que votre voix porte, si vous voulez avoir une voix qu'on respecte et qu'on écoute, vous devez vous revêtir de certaines qualités. Vous devez avoir une certaine marge, vous construire un profil qui permet justement de vous définir par rapport à certains principes de vie. Les pays, les dirigeants de l'AES aujourd'hui sont en train de construire un parcours exemplaire qui fait que chaque pas qu'ils posent devient un pas plutôt séduisant et émerveillant. Après avoir dénoncé les accords coloniaux, on se disait, mais écoutez, où est-ce qu'ils sont en train d'aller? Il y a eu toute une transe au plan international où on dit, mais écoutez, ces gens-là, c'est des plaisantins, c'est des comédiens, etc. Aujourd'hui, il y a 3 ans, ils ont fait un chemin. Ils n'ont pas fait que dénoncer les accords, ils ont posé des pas décisifs vers leur souveraineté, leur indépendance, leur liberté, en construisant pas par pas
leur économie, en investissant dans des secteurs porteurs, en réorganisant leur société et en faisant en sorte que le citoyen du Sahel soit fier d'appartenir à quelque chose d'exemplaire et de modèle au plan international. Et vous Donc pensez aujourd'hui, cette banque-là, c'est le couronnement d'un travail de fond qui a été fait et en même temps, c'est une source d'inspiration pour beaucoup de dirigeants en Afrique. Et donc, on ne peut qu'en être heureux, oui. Ouais. Et écoutez, ce que vous ne savez pas, c'est que cette banque et cette monnaie sahélienne est soutenue en Afrique. Vous avez vu ce qui s'est passé le 30 avril. Vous savez quels sont les pays et les peuples qui sont pour les États du Sahel. Donc en Afrique, c'est une tendance majoritairement soutenue, sauf les gens qui ont un plaisir inouï à être esclaves des petits blancs. Bon, eux, ça fait leur affaire, mais... Et vous pensez que cette initiative pourrait servir de modèle pour d'autres régions africaines? Mais c'est inévitable. Si même le Touré machin de CEDEAO commence à défiler à Bamako, mais qu'est-ce que tu crois? C'est inévitable. Sonko, il était où? C'est inévitable. La tendance est là. Et j'ajoute pour conclure que non seulement il y a ce soutien massif de la part des peuples africains, mais à l'extérieur, il y a des pays qui veulent la liberté, qui veulent la démocratie, qui veulent la souveraineté pour nos pays. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a l'Iran, il y a la Turquie, il y a la Corée du Nord, il y a le Brésil, tous les BRICS d'ailleurs. Ils veulent nous voir sortir de la merde. Merci beaucoup. Dernier message justement pour conclure cette émission. Bonjour Niwod, mes respects à vos invités. Ils analysent très bien la situation de l'AES. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à ce nouveau numéro de Forum de ce dimanche 25 mai 2025. Nous étions donc sur ce plateau avec vous, Luc Abaki, journaliste, analyste politique et écrivain. Nous sommes à la fin de cette émission. Oui, peut-être on va conclure pour dire qu'en fait, la souveraineté, l'indépendance, la liberté ne se décrète pas. C'est des processus qu'il faut s'assumer, qu'il faut véritablement construire de façon rigoureuse et sans fléchir. Il me semble que les dirigeants de l'AES sont en train de donner un exemple qui doit pouvoir nous inspirer. Nous n'avons pas d'autre choix que de les soutenir, de les encourager et de leur donner suffisamment d'idées qu'on a, de sorte qu'ils réussissent ce pari-là. Ils n'ont véritablement pas droit à l'erreur. À l'erreur. Ambassadeur. Non, ben, on a tout dit, hein. C'est pas la peine de trop chercher. On dit que le diable se cache dans les détails. On a tout dit. Voilà. Merci à tous, à vous tous qui avez réussi à nous envoyer vos messages. Le numéro, donc, c'était le +228 96 08 43 43. Vous pouvez toujours continuer par nous écrire. On se fera le plaisir de vous envoyer des réponses. Merci à tous également qui êtes restés connectés via Facebook ou YouTube pour nous suivre sur ce plateau. Merci à toute l'équipe technique qui a donc œuvré à la réalisation. Un bonjour spécial à Gilles Boko depuis Abuja, ouais. Où justement il participe donc aux sessions parlementaires du Parlement de la CEDEAO. En ce moment, merci. Rendez-vous dimanche prochain. On n'aime pas trop la CEDEAO, mais comme le Parlement est présidé par notre sœur, alors nous lui disons bonjour et en espérant que Gilles Boko va lui transmettre notre bonjour. Bonjour donc à l'honorable Memounatou Brahima. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous de ce dimanche. Très bonne suite de journée dominicale à toutes et à tous de partout où vous nous suivez dans le monde.